Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler sport nature, sport d'eau, voile et en particulier wingfoil. Mais notre invité va tout nous dire. En tout cas, je suis très heureux de recevoir Romain Guillot. Salut Romain. Salut Armano, merci de m'inviter. Eh ben écoute, c'est un vrai plaisir. On avait eu l'occasion d'échanger déjà pour préparer cet épisode et franchement, j'ai adoré la patate, l'énergie que tu transmettais. Je suis persuadé que tu vas faire vibrer le cœur de notre audience. Est-ce que ça te va comme programme pour aujourd'hui ? C'est bon, ça va gérer. Écoute, ce que je te propose déjà, c'est de te présenter. Mais alors, la première chose qui me frappe, c'est dans ces quelques petites secondes d'échange, je sens comme une pointe d'accent. Dis-nous tout. D'où viens-tu ? De Marseille, forcément. Non, moi donc du sud, né à Marseille et je vis à Marseille depuis tout petit et donc je pratique la wing depuis maintenant quelques mois et avant c'était la planche à voile olympique depuis au moins quasiment une dizaine d'années maintenant, pour résumer. On va revenir un petit peu plus en détail sur tout ça. Moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir aussi ton histoire et ton histoire avec le sport. Reviens avec nous un petit peu sur le début. Tu me dis que tu es né à Marseille, tu as vécu à Marseille, mais quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie au-delà du sport ? Ouais, donc j'ai 25 ans. En dehors du sport, je suis en école d'ingénieur à l'INSA Lyon, en ingénieur matériaux. C'est une école qui d'habitude se fait, on va dire, en 5 ans. Et moi là, je suis parti sur 9 ans du coup pour pouvoir aménager pour mon sport. Donc j'évolue beaucoup entre Lyon et Marseille, sur le pôle de France pour mes entraînements. Mes objectifs maintenant sur la wing, c'est sur le long terme, ça va être d'être champion du monde, clairement. Il me semble que la planche à voile fait partie des sports olympiques, la wing pas encore, donc les Jeux olympiques c'est peut-être pas pour tout de suite, en tout cas pas à la maison, pas cette année, malgré tout ça reste peut-être dans tes objectifs si jamais cette discipline venait à être inscrite au tableau de chasse des Olympiens. La planche à voile est olympique depuis maintenant une vingtaine d'années et la wing en fait c'est un sport tout récent qui est apparu fin 2020 et donc pas encore olympique. Les votes pour les compétitions olympiques avaient déjà été faits, donc la wing n'était pas dedans. Et maintenant, donc, on attend les prochains JO qui seront en 2028, donc, pour espérer qu'elle rentre et espérer pouvoir y participer. Clairement, parce que d'être passé de la planche à la wing, j'ai mis une croix sur ce rêve olympique que j'avais depuis 7 ans en senior maintenant. Et donc, j'aimerais bien quand même le retrouver un jour. Revenons un petit peu sur toi, Romain. Comment est-ce que tu as découvert le sport ? Alors clairement, c'est venu de mon père qui fait de la planche à voile depuis que lui aussi est tout petit. J'ai toujours été très actif. Donc quand j'étais petit, j'ai essayé le foot. Ça n'a pas été pour moi au bout de 2 séances, j'ai compris. Alors que je suis de Marseille pourtant. Et en fait, au bout d'un moment, je suis tombé sur la voile et j'ai direct accroché. La glisse, la liberté d'être sur l'eau, aller aussi vite qu'on pouvait à l'époque aussi, que j'avais 8 ans.
Et donc la voile en bateau d'abord parce que j'étais trop petit pour la planche, et après la planche où il y a vraiment plus l'aspect physique qui rentre en compte, et ça j'aimais bien pouvoir me dépenser et on va dire donner de mon énergie pour accélérer et gagner. Et du coup j'ai accroché à la planche à 10 ans. Donc dès mes 10 ans c'est parti en compétition directe, et ça n'a pas changé depuis. Pourquoi tu dis que tu étais trop petit pour la planche à voile? Parce que dans la voile, il y a déjà une initiation avec les bateaux. C'est vraiment la planche à voile en club que j'ai commencé à 10 ans, parce qu'en fait avant ça j'avais accroché sur la compétition juste en bateau, en optimiste, la petite caisse à savon. Et en fait à la toute base, il y a quand même un âge minimum pour commencer l'optimiste, c'est de savoir nager. Donc en général c'est vers 6-7 ans. Et après la planche à voile il faut un petit peu plus, parce que le sport est quand même plus extrême que l'optimiste. Donc il faut en général 8-9 ans, et c'est à cet âge-là où j'ai pu commencer la planche, et direct, donc le plus tôt possible, j'ai commencé la compétition qui, elles, sont ouvertes qu'à partir de 10 ans. Ça voulait dire quoi pour toi à 10 ans, déjà partir avec le matos, la planche à voile, partir en compétition? Et est-ce que ça t'a ouvert la voie justement pour la suite? Donc oui, dès le début, il y a eu des bons résultats, on va dire, surtout qu'à 10 ans, on est dans les catégories supérieures. Il n'y a pas de catégorie vraiment créée pour les petits de 10 ans. Et en fait, au moment où je suis arrivé, j'avais déjà un petit bagage, on va dire, d'optimisme qui m'aidait à pouvoir tactiquer sur des courses, et en plus du fait que je kiffais la vitesse et me donner à fond. En fait, je voulais juste aller vite, et si ça marchait en compète, tant mieux. Et donc, quand j'étais jeune, j'ai eu des bons résultats sur des coupes de Méditerranée qui se passait donc à Marseille, chez moi. 2 fois deuxième tasse, c'était à l'âge de 13-14 ans. C'était des toutes petites voiles, toutes petites planches. Enfin, maintenant, quand je les vois, du coup, c'est des petits bébés presque pour moi, alors qu'à l'époque, j'avais l'impression d'être un grand. Et mais voilà, c'est mes premiers résultats. Pour la suite, après, donc j'ai complètement accroché, et j'ai été pris en pôle espoir dès mes 16 ans. On garde, on va dire, les mêmes compétitions, mais le niveau s'élève parce que du coup le matériel évolue, les compétiteurs deviennent meilleurs. Et donc pareil, j'ai été 2 fois vice-champion de Méditerranée, 2 années consécutives. J'ai été vice-champion d'Europe des moins de 21 ans, et j'ai fait 13e sur des coupes du monde sur Marseille. Et après, dernièrement, le dernier résultat donc en planche à voile, ça a été 8e sur une coupe du monde à Hyères. Alors, on parle un petit peu de toi, on parle de ton palmarès. Donc, tu as commencé par l'optimiste, tu as switché après vers 10 ans sur la planche à voile. Et là, tu nous dis que ça fait depuis cet été que tu as rechangé, entre guillemets, de sport. En tout cas, ça reste un sport de voile sur l'eau. Tu peux nous expliquer un petit peu la différence qu'il y a justement entre la planche à voile traditionnelle et puis le wing foil que tu pratiques maintenant? Alors la plus grosse différence, c'est le foil tout simplement. C'est-à-dire que avant on naviguait sur la surface de l'eau, on planait sur l'eau, maintenant on vole au-dessus. C'est vraiment de la navigation en 3 dimensions. Et en plus de ça, la différence c'est que sur une planche, la voile est accrochée à la planche, alors qu'en wing, on a vraiment l'aile dans les mains, donc c'est une aile gonflable qu'on tient dans les mains, et on vole au-dessus de l'eau avec une toute petite planche sous nos pieds. Et donc ça nous permet, le foil permet d'aller plus vite, on va dire, de remonter plus au vent, on est sur des vitesses qui doublent quasiment en fonction des conditions, et ça rend le sport encore plus rapide, plus extrême, mais du coup pour moi plus fun. Et plus dangereux aussi peut-être, non? Plus dangereux, pour l'instant on n'a pas eu de gros accidents, on a de la chance sur les tours internationaux. Sur le papier, oui, clairement, se prendre un foil dans la tête lancé à plus de 30 nœuds, ça fera jamais du bien. Alors du coup, pour simplifier, pour que nos auditeurs comprennent bien, en gros, dans les sports de planche à voile, il y a la planche à voile. Enfin, avant, les planches à voile avaient une dérive. Maintenant, de plus en plus, les planches à voile ont un foil. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des planches à voile qui volent aussi un petit peu sur l'eau. Il y a le kitesurf. Donc là, on va être sur une planche avec un gros cerf-volant, un gros parachute qui va nous tirer. Et puis, entre les deux, on a le wing foil où tu vas avoir une planche et une voile, mais qui n'est pas attachée à la planche. Donc, on n'est pas tout à fait sur le cerf-volant, mais on n'est pas non plus tout à fait sur la planche à voile. C'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est un mix de tout. Et ça donne ce sport. Bon, et qu'est-ce qui a fait que toi, justement, cet été, tu aies décidé de te consacrer beaucoup plus à ce sport-là et par là même de faire un trait sur ton rêve olympique? Donc plusieurs choses. D'abord le côté un peu négatif de la planche, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'avant la planche à voile a changé de support olympique.
C'est-à-dire que avant on était sur une planche à voile donc classique qui s'appelle la RSX. Le matériel n'a pas évolué depuis 2008. On va dire que le gabarit était connu, on savait le gabarit qui était performant, c'est-à-dire qu'il fallait être grand et très fin. Je mesure 1m82 et je pesais à l'époque 72 kilos. Enfin, il fallait être très athlétique. Et après on est passé en 2020 sur une planche à voile à foil, où là on a découvert le support. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, le gabarit, il fallait être de plus en plus lourd mathématiquement plus c'est lourd, plus ça va vite en foil. C'est quasiment de la physique. Et donc, on est parti sur des gabarits de 95 kilos. C'est-à-dire que dernièrement, j'étais à 86 kilos en train d'essayer de monter à 90. Et en fait, ce changement, c'était un gros coup, on va dire. C'est-à-dire que je me sentais mal dans ma peau, je me suis blessé, notamment il y a 1 an. Je me suis fait les ligaments croisés en partie à cause de ça. On va dire un bon gros aspect négatif, le fait de retour de blessure aussi, où j'étais plus trop dans les dispositifs, j'avais de moins en moins on va dire d'accroche ou de plaisir à naviguer parce qu'il fallait juste être un poids en fait sur la planche, donc j'accrochais de moins en moins. Et en parallèle de ça, mon frère qui lui est gravite dans la wing depuis maintenant 3 ans, je le vois se régaler, il s'est vraiment épanoui dans ce sport. Lui me tirait pour que je vienne avec lui. Et en fait, avant, je m'accrochais à la planche et maintenant, plus grand chose m'y accrochait. Donc, j'ai pris la décision cet été. J'ai essayé de faire une compétition avec mon frère. Et en fait, j'ai accroché complètement sur ce parcours, le tour de wing, le sport en lui-même, les sensations de glisse qui sont 100 fois plus impressionnantes qu'en planche. J'ai fait une avant matin là en planche, une avant là en wing l'après, mais j'ai pris ma décision ce jour-là. Et depuis, t'as été piqué par le virus et t'es pas revenu en arrière. Exactement, j'ai pas remis les pieds sur une planche depuis. Tu nous parles de ton frère, Mathis, si je ne m'abuse, qui lui aussi est sportif de haut niveau en planche à voile. C'est ça, donc on a quasiment le même parcours, lui aussi est à l'INSA Lyon en école d'ingénieur, en matériaux, pareil que moi. Et donc on a fait de la planche ensemble, enfin on n'était pas dans les mêmes catégories parce qu'on a 4 ans d'écart et les catégories sont trop petites. Donc même parcours que moi, RSX, la planche à voile à foil, et lui il passait beaucoup plus vite en wing. Et donc lui est champion du monde de course en wing depuis maintenant 2 ans. Et j'aimerais que tu nous aides à comprendre justement les différentes courses. Aide-nous à comprendre un petit peu le sport. Comment ça fonctionne ? Globalement 2 tours, donc 2 organisations de compétition. Et l'une concentrée vraiment sur la race, donc c'est la course de bateau. On tourne autour de bouées, il faut aller le plus vite possible. C'est le parcours type qui est aux Jeux Olympiques en planche à voile, pareil en wing, globalement. Et d'un autre côté, on a une autre organisation qui gère plus l'aspect freestyle. Donc quand on dit freestyle, c'est des figures, des sauts, où on monte quand même en moyenne à peu près 5-6 mètres, voire 10 mètres pour les plus hauts. Et on doit faire des figures, donc on peut être sur des backflips, des 720, des front loops. Et on a aussi la catégorie vague, surfer des vagues, qu'elles soient plus ou moins grosses, faire des figures dedans pareil. Et ça nous fait 3 disciplines, donc la race, le freestyle, la vague. Et du coup, quand tu t'alignes sur une compétition, est-ce que c'est comme dans d'autres sports, comme notamment la natation, où tu choisis ta discipline, ou alors tu peux t'aligner sur les 3, ou même tu dois t'aligner sur les 3 ? Non, en fait, c'est vraiment... on parle surtout des 2 tours, c'est-à-dire que les compétitions sont pas en même temps sur les 2 organisations. Donc on a vraiment le côté... en gros, IWSA, le nom exact pour la race, et GWA pour la partie freestyle et vague. Et oui, si on va sur le GWA, il faut s'aligner en freestyle et en vague, mais si on va en IWSA, donc il y a que la race. Alors moi, du coup, du fait de tout ce que j'ai fait en planche à voile et en olympisme avant, je fais vraiment aussi me concentrer sur la race, c'est-à-dire que tout le background que j'ai de la compétition en planche, de la préparation mentale, de la préparation physique aussi, de l'expérience que j'ai acquis sur toutes ces années de compète en Coupe du Monde de planche, je vais vraiment l'utiliser sur le tour de race. Parce que même si du coup je commence la wing que depuis 3 mois, j'ai pas encore un niveau par rapport à ceux qui en font depuis maintenant 2 ans. En fait, tout ce bagage-là va me faire progresser super vite et je sais que donc globalement je vais réussir à performer assez vite. Et après par contre j'ai vraiment l'aspect freestyle et vague c'est un peu ce qui me manquait en olympisme, c'est la partie un peu fun et on va dire un peu où on peut débrancher le cerveau et envoyer comme on veut. Et donc ça, je pense que je vais essayer d'y aller aussi. Mais donc ça, j'ai aucune expérience, je suis vraiment novice, donc ça va venir au fur et à mesure. Ce que j'aimerais comprendre, c'est véritablement
Comment tu vois ton avenir? Parce que là, tu nous dis ton frère est déjà 2 fois champion du monde sur la race. J'imagine que tu lui colles au basque. Toi aussi, c'est un de tes objectifs, être champion du monde. Comment est-ce que tu vois justement ta carrière dans les années à venir? Je dirais que je la vois vraiment aux côtés de mon frère. C'est-à-dire que, en fait, on partage beaucoup de choses ensemble. Bon, ça a été forcément compliqué à une période où on était ados. Mais depuis, on a vraiment grandi tous les deux et on partage tout. Donc, mon objectif, ce serait d'être 1 et 2 avec mon frère, qu'on soit sur un championnat du monde. Donc c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est de partager tout ça avec lui. J'aimerais donc créer ma carrière autour de tout ça. On en parle beaucoup tous les deux de pouvoir créer ça, monter ça ensemble et être plus tard les frères qui sont champions du monde. Dans le triathlon, il y a eu les frères Burnley. Ça pourrait être pas mal d'avoir les frères Guillaume dans le Wingfoil, non? Exactement, c'est ce qu'on veut reproduire. J'essaye de visualiser véritablement quel a été le gros déclic cet été quand tu t'es décidé à avancer sur le Wingfoil? Alors tu nous as dit que tu as découvert cette discipline, ton frère te tannait beaucoup pour que tu le rejoignes, tu as testé, ok, mais malgré tout, qu'est-ce qui fait que cet été, voilà, tu t'es dit bon allez hop, c'est bon, j'y vais, il n'y a pas autant de fun que ce que je voudrais dans la discipline olympique, donc bon, pour l'instant le rêve olympique on le met de côté et je vais tout donner pour aller là-dedans. Tu vois, j'essaie de comprendre véritablement quel a été l'état d'esprit, quel a été le switch que tu as dû opérer pour pouvoir avancer dans cette discipline? Ça a été une grosse remise en question, on va dire, surtout parce que du coup mon projet olympique était lancé depuis 7 ans maintenant, donc c'était vraiment une machine qui roulait bien. J'avais monté on va dire des bons procédés pour essayer de performer, et en fait donc ça continuait à avancer tout seul sur cette lancée, mais au bout d'un moment j'ai vraiment pris du recul et surtout mon retour de blessure, en me demandant est-ce que je suis vraiment heureux là-dedans, est-ce que je me sens bien. Pas mal d'aspects négatifs, on va dire, qui sont sortis de tout ça. Et en fait, en cherchant du coup comment faire, je suis juste clairement tombé sur la wing. Et là, vraiment, ça a été c'est ça, le déclic instantané de ça remplit tout ce que je veux, ça remplit je retrouve ma passion en fait dans ce sport plutôt que on va dire la rigueur de l'olympisme qui au final atténuait la passion. Tu nous parles de blessure. Comment est-ce qu'on vit une blessure quand on est sportif de haut niveau? Franchement, c'est dur. C'est-à-dire que en fait, on a surtout l'impression que ça va arriver aux autres. Les croisés, j'en entendais parler, pas trop en voile, mais beaucoup dans les autres sports. Mais pour moi, ça m'arriverait jamais. Et en fait, sauf que du jour au lendemain, ça tombe, c'est fini. Ça a été très compliqué à gérer, surtout au début, à réaliser. La suite, les jours après l'opération, de capter qu'en fait, la première étape, c'est de réussir à marcher. Et mais j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien encadré à Marseille par un centre de réathlétisation pour sportifs de haut niveau, Saint-Martin Sport en fait. Et donc j'ai été pris en charge 4 jours après l'opération et ça a duré tout pile 6 mois et j'ai fait 3 heures tous les jours pendant 6 mois en continu de rééducation à fond. Au final, on a tellement la tête dans le guidon avec juste l'objectif de revenir et j'ai jamais eu, on va dire, autant le couteau entre les dents, et c'est ça, pour réussir au début c'est remarcher, après c'est remarcher un peu plus vite, recourir, enfin j'ai appris à faire tout en fait, des squats, c'est banal pour nous dans la vie de tous les jours, il faut tout réapprendre. On va dire qu'une fois que la machine est lancée, en fait on a juste le couteau entre les dents et le seul objectif c'est de terminer ça. Voilà. Tu vois, finalement, je commence à mieux comprendre ce switch de la planche à voile traditionnelle, la planche à voile olympique, vers le wing. En tout cas, dans tes paroles, ce que je comprends, c'est après la blessure, il a fallu tout refaire, tout réapprendre, presque réinventer, et finalement, ton switch de carrière est un peu dans la continuité de tout ça, non? C'est exactement ça, je pense. C'est que je me suis reposé beaucoup de questions pendant cette rééducation et après encore, et c'est vraiment là où j'ai compris que en fait la passion c'est le plus important. J'ai trouvé ça dans la wing. La question un petit peu sous-jacente à tout ça aussi qui reste en suspens, c'est finalement au-delà de comment tu finances ta carrière, et j'aimerais bien qu'on y vienne un peu tout à l'heure, c'est quand la blessure intervient, comment ça se passe avec toutes celles et tous ceux qui t'accompagnent? Alors on parle des sponsors, on parle des partenaires, on parle du staff médical, de l'entraîneur, de la famille. Moi j'ai eu de la chance, on va dire que c'est passé vraiment très bien. C'est-à-dire que du coup ma famille a vraiment été présente pour moi dès le début, où il faut m'assister, c'est clairement le mot, et même tout au long de la rééducation mentalement. Le staff du pôle ont été aussi très bien, c'est-à-dire que je pouvais vraiment m'adapter à récupérer. L'objectif de tout le monde était de me faire récupérer, que ce soit le staff médical
qui m'arrangeait pour s'il fallait des rendez-vous rapides, par exemple pour les opérations, etc., ou pour les contrôles. Dès que j'avais une micro-douleur qui apparaissait dans le genou, je pouvais appeler quasiment à 24 heures sur 24 le médecin du pôle pour aller le voir. J'ai même eu aussi encore énormément de chance avec mon école, c'est-à-dire qu'au moment où je leur annonçais pendant l'été, en théorie où l'école est fermée, je me suis fait le croisé, je vais devoir partir en rééduc. Ils m'ont dit ok, pas de souci, on te donne une année sabbatique quasiment pour vraiment que tu te concentres sur ta récupération. Et donc j'ai vraiment pu être à 200% sur ma rééduc, et je savais que toute la bulle autour pareil, avait le même objectif que moi, c'était me faire récupérer le plus vite possible. C'est impressionnant l'impact que peut avoir l'entourage autour des sportifs de haut niveau. Je te propose maintenant qu'on aborde un petit peu le sujet central de ce podcast, c'est le financement de la carrière des sportifs de haut niveau. Toi, jusqu'à présent, comment est-ce que tu as financé ta carrière ? Déjà en termes de budget, pour la planche à voile et pour la wing, on est sur des budgets annuels d'environ 12 000 euros, on va dire. Donc on parle de matériel, de frais de déplacement, etc. Donc je l'ai financé avec pas mal de partenaires, certains depuis que je suis tout petit, qui me suivent depuis le début, d'autres que j'essaie de trouver au fur et à mesure, et aussi j'ai des aides donc régionales en tant que sportif de haut niveau, le pôle également qui peut nous aider. C'est vu les budgets que j'ai annuellement, on va dire que je survivais un peu en planche chaque année, et en fait c'est aussi un autre aspect de la wing qui m'a fait aller dedans, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, on va dire, de trouver des partenaires, et par exemple ça l'a fait direct pour moi. J'ai réussi à trouver une marque de wing donc qui me sponsorise maintenant, et qui m'enlève donc une grosse épine du pied parce que j'ai déjà le matériel. Mais du coup c'est de la recherche continuelle de partenaires. S'il y a pas l'argent, il y a pas la compète, il y a pas les résultats, et il y a encore moins d'argent. Ça peut être soit un très beau cercle vertueux, soit un très beau cercle vicieux. Et est-ce que tu es accompagné là-dessus, justement, sur aussi bien la recherche de partenaires, quand il faut partir en déplacement, est-ce que c'est toi qui t'occupes des billets d'avion, de l'hébergement, etc., ou est-ce que tu es accompagné par une équipe, que ce soit le Pôle France ou même avec ton club ? Non, clairement c'est moi qui gère tout. Tout ce qui est logistique de compétition, etc., c'est vraiment à moi de tout gérer. C'est-à-dire que même qu'on soit en planche à voile ou en wing, c'est chacun fait un peu, on va dire, son emploi du temps. Et voilà, avec des dates précises qui sont posées, des dates de stage, des dates de compétition. Et par contre, en dehors de ça, depuis cette année, je suis suivi par Stadiup. Au lieu de maintenant devoir passer vraiment beaucoup de temps et des fois perdre du temps à parler à des partenaires potentiels, devoir essayer de trouver un contrat, une fois que j'ai le accroché avec l'entreprise, c'est eux qui m'aident, qui me déchargent donc en gérant toute la partie administrative et la partie contrat eux-mêmes. Je comprends que depuis que tu es dans le wing, donc depuis 3 mois, tu es déjà un peu mieux accompagné, tu as mis en place tout ce qu'il faut pour être aidé dans tes relations justement avec les partenaires. Pour toi, l'année 2023-2024, ça s'annonce plutôt bien, il te reste plus qu'à t'entraîner et aller en cours. Exactement, c'est beaucoup d'entraînement et suivre le maximum de cours possible. Mais oui, non, vraiment, moi là, mon objectif principal, c'est d'acquérir toute la technique de wing qui me manque, pour qu'ensuite je puisse utiliser toutes mes compétences sur les compètes et perfer le plus vite possible. En termes de financement, donc là, cette année, t'es pas trop mal. Malgré tout, si on est touché par ton histoire, si on veut t'accompagner, quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi ou de pouvoir contribuer au financement de ta carrière ? Tout ça, ce que tu viens de dire, ça correspond pile poil à Aubaine. Donc, c'est une petite entreprise lyonnaise aussi qui m'aide. Ils ont créé une plateforme qui permet en fait de rentrer dans ma vie, dans tout ce que je montre pas forcément sur les réseaux. Et par exemple, le fait de parler de ma transition entre la planche et la wing, à part là avec toi, j'en ai jamais parlé. Donc si on veut découvrir tous ces détails-là, c'est directement avec Aubaine donc. Et c'est la possibilité de s'abonner, de me soutenir financièrement donc grâce à des abonnements mensuels. Et aussi, il y a même tous les petits goodies qui sont à gagner tous les mois. Ça va être mon lycra de vice-champion d'Europe ou aussi même des cours de wing carrément. Et puis, nous, sur le podcast Dans les vestiaires, en te donnant la parole, évidemment, on veut partager ton histoire. On veut partager toutes ces histoires pour montrer ce que c'est que la vie de sportif de haut niveau et comment est-ce que on peut s'en sortir et vivre de sa carrière. Donc, si vous voulez aussi soutenir Romain, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Dans les vestiaires. Vous pourrez aussi le soutenir à ce niveau-là. Écoute, Romain, je te souhaite une bonne continuation. Évidemment, on va suivre cette Coupe du Monde dès 2024 et on va espérer que la voile de Romain Guillot soit juste à côté de celle de son frère Mathias. Alors, devant peut-être, plutôt qu'à côté ou derrière. Ouais, devant, c'est pas mal.
Romain, on te souhaite une bonne continuation et puis on suivra tout ça et on espère que 2024 sera une bonne année pour toi et puis bien sûr 2028 que le Wing sera aux Jeux Olympiques et que vous pourrez aller vous éclater entre frères sur les prochains JO. Merci beaucoup Hermano et merci de m'avoir invité. Alors, vous avez apprécié l'épisode ? Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/Romain pour en savoir encore plus sur Romain Guillou et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique triple projet, non seulement sportif, également étudiant et enfin familial. Vous l'aurez compris, l'objectif de Romain est d'être aux côtés de son frère, le meilleur mondial de la discipline. C'est grâce à vous que Romain et son frère trouveront toutes les ressources pour étudier, travailler dur et atteindre leurs objectifs. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!